Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin, dans le sommet, véritable canot de communication pour ceux qui savent les déchiffrer, des pagnes que nous portons au quotidien et qui apportent valeur à la beauté africaine, riche en couleurs et aux motifs variés. Nous allons dans ce 13h au Bénin à la connaissance du langage des pagnes. Et puis, à côté du langage des pagnes, nous parlerons aussi du port de perruque. C'est une tendance assez en vogue chez certaines femmes, véritable arme de séduction, de repère, voire de critères de séduction chez certains hommes. Autant la question de l'entretien de ces perruques se pose, autant tous les hommes n'en sont pas friands. Enfin, 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenues par la France seront au Bénin au plus tard mi-novembre prochain. L'information a été donnée par deux membres du gouvernement au cours d'une sortie médiatique effectuée dans l'après-midi d'hier à Cotonou, à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Justement, pagnes au Bénin, on en parle, des pagnes que nous portons au quotidien et qui apportent une plus-value à la beauté africaine. Riches en couleurs et aux motifs variés, ces pagnes sont de véritables canaux de communication pour ceux qui savent les déchiffrer. À travers ce reportage, nous vous invitons à découvrir quelques pagnes, quelques secrets et également leur signification. Le langage de pagne au Bénin, signé Ingrid Day et puis Eder Rumpevi. Bomba, robe ou pantalon, tous les modèles sont possibles avec ces tissus riches en couleurs et en motifs. Prisé par bon nombre de personnes, notamment les femmes, ces tissus, encore appelés pagnes, révèlent l'identité de celui qui le porte et le met en valeur. J'aime porter les pagnes parce que ça me met en valeur, ça a mon identité, je me sens africaine. Et non seulement porter le pagne, ça met en valeur notre culture, ça montre que nous sommes africains, nous sommes béninois. Et donc des fois c'est signe distinctif de la femme qui respecte la tradition, qui suit les normes un peu autour. Les femmes qui portent les pagnes, elles sont beaucoup plus originales. Celles qui portent les jeans, les pantalons un peu autour, elles ont l'air un peu masculin et ça nous fait des fois friper. C'est un moment qui nous a inclus le fait de porter des pagnes parce que pour elle, quand on se met en pagne, ça donne la valeur à la gente féminine que nous sommes. Ces tissus qui apportent une plus-value à la beauté africaine sont variés et de diverses qualités, de bon marché à la qualité supérieure en passant par la qualité moyenne. Les uns aussi beaux que les autres, ces pagnes sont de véritables canaux de communication parce qu'ils s'expriment à travers leurs différents motifs. Ancien motif les miens ça ou une collection yo de wale. Miton Hollandaise. Marketon les noms Tigan Tcheke. Confiance. FIFA was. Petit Tigan. Et après les miens mon Tigan vite. J'aime porter plus les anciens motifs comme Asemanya Tchakagbe, mon mari est capable, tu sors, je sors. Ça voudra dire qui s'assemble et se rassemble. Femme liade, Sala, Welikon, Sala et macaroni. Si pour les non-initiés, les motifs des pagnes ne sont que de simples dessins, pour les avertis par contre, ce sont de véritables armes de séduction ou de rivalité. Le choix du pagne peut dépendre des situations malheureuses ou heureuses. Olympique. Il a le rôle from Western Government. Nous pouvons vivre à dire. Il y en a qui m'ont dit rien à tout. Les pagnes, je les porte à des occasions de cérémonie, quand il faut aller fêter et quand il faut aussi aller prier. Bon, peut-être les occasions où je dois aller rendre visite à une femme peut-être, aller chez quelqu'un où je vois que cette personne elle est âgée, je porte un pagne, c'est beaucoup plus expressif. Et quand on porte un pagne, on peut se mettre facilement des tapettes. Bon, pour aller à l'église, par exemple,
les jeudis ou bien les vendredis pour aller au service. Certains pagnes sont également confectionnés pour des occasions spéciales comme des fêtes identitaires et des retrouvailles fraternelles telles que Novicha, Agbesinyanle, Wemekwe ou des fêtes religieuses dont les pagnes sont imprimés au logo des associations ou à l'effigie des saints. C'est une victoire, sinon historique, pour les défenseurs de la légalisation de l'avortement au Bénin. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la loi portant modification de la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, légalisant l'avortement donc. C'est au cours de la séance plénière qui a donc démarré mercredi jusqu'au petit matin de ce jeudi. La loi vise, selon le gouvernement, à protéger la femme des violences sexuelles et sécuriser les interruptions volontaires de grossesse. Reportage. Tout est allé très vite dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre à l'Assemblée nationale. Après plusieurs heures de débats houleux, les députés de la 8e législature ont adopté la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction légalisant l'avortement au Bénin. En plénière, les points de vue étaient divergents sur la question. Si pour les uns, la loi légalisant l'avortement au Bénin permettra de sauver des vies humaines en mettant fin aux avortements clandestins, pour d'autres, l'avortement n'est pas une bonne chose conformément aux réalités béninoises. À l'arrivée, un consensus a été trouvé avec cette loi qui protège la femme et sécurise les interruptions volontaires de grossesse. Les débats se sont cristallisés autour de deux positions. Pour le premier groupe des commissaires, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2003-04 est impertinent. Les dispositions en vigueur se suffisent à elles-mêmes. Il recommande plutôt de prendre les dispositions réglementaires adéquates, notamment celles relatives à la loi numéro 2003-04 et d'accentuer la communication inhérente aux méthodes classiques de contraception afin d'éviter les grossesses indésirées et les avortements clandestins. Il propose le retrait pur et simple du projet de loi en étude qui, au surplus, ne pourrait être étudié qu'après consultation des leaders d'opinion. Pour d'autres commissaires, le projet de loi est pertinent et d'actualité au regard des drames sociaux constatés au Bénin et dus aux avortements clandestins. Pour ces commissaires, l'interruption volontaire de grossesse ne doit pas être considérée comme un moyen de contrôle de naissance. Elle permettra plutôt de sauver de nombreuses vies humaines. Pour finir, les commissaires se sont préoccupés de la clarification sémantique de la notion de l'IVG, de la prise en compte des réalités sociologiques béninoises dans le vote de la loi, du consentement préalable de l'auteur de la grossesse avant toute IVG, du choix des 12 semaines d'aménorrhée au-delà desquelles l'IVG ne sera plus possible, de la responsabilité des agents de santé et des assistants sociaux appelés à intervenir dans le cadre des IVG, de la nécessité d'une bonne communication autour de la loi une fois votée afin d'éviter tout amalgame. À toutes ces préoccupations, les membres du gouvernement ont apporté des éléments de réponse en précisant que ce projet de loi vise à briser la loi de l'Omerta en proposant des mesures permettant de sauver et de préserver des vies humaines, en l'occurrence celles des femmes, des méfaits des avortements clandestins, de la déscolarisation précoce et de l'accroissement de la pauvreté. Selon les chiffres du gouvernement représentés à la plénière par 3 ministres, près de 200 femmes meurent chaque année au Bénin des suites des complications d'un avortement. Les députés représentants de la nation ont accompli leur mission malgré les réactions qu'avait provoquées l'annonce de la loi. On parle d'une autre loi à présent, mais dont le vote est passé presque inaperçu en raison de la forte mobilisation autour de la loi qui légalise l'avortement. Les députés ont voté hier à l'Assemblée nationale la loi portant protection des filles contre le harcèlement sexuel. Un vote au terme duquel le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, exprime sa satisfaction. Il y voit une loi qui protège désormais les filles. On l'écoute. La mortalité maternelle est encore un drame dans notre pays et les avortements non sécurisés y contribuent pour 20% selon les chiffres actuels. C'est face à ce péril sanitaire que le gouvernement a pris ses responsabilités en soumettant aux honorables députés qui viennent de l'adopter une modification notamment de l'article 17 de la loi 2003-04 du 3 mars 2003
sur la santé sexuelle et la reproduction. Cette mesure vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie en jeu par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. L'acte que la représentation nationale vient de poser sera à coup sûr très bien accueilli par l'ensemble du personnel médical qui, au quotidien, est confronté à la prise en charge des complications d'avortement clandestin qui aboutissent souvent à des mutilations ou à des pertes en vies humaines. Et ces pertes en vies humaines concernent souvent des femmes qui sont encore dans la fleur de l'âge. Au Bénin, près de 200 femmes meurent chaque année des suites des complications de l'avortement. Plusieurs familles continuent de pleurer la perte d'un enfant, d'une épouse, d'une mère partie tragiquement à la suite d'un avortement compliqué. Ces blessures sont irréparables. Pourtant, on veut bien éviter ce drame qui se joue sous nos yeux. Je voudrais saluer la clairvoyance des députés et rassurer la population. L'acte qui est posé doit être perçu comme une mesure de santé publique dont l'unique objectif est de sauver des vies humaines. Avec le vote de cette loi, le recours à l'avortement peut se faire à la demande de la gestante dans des conditions bien précises. Je voudrais toutefois préciser que l'interruption volontaire de grossesse restera toujours un dernier recours. Le gouvernement s'attellera à poursuivre le travail sur le renforcement de la prévention des grossesses non désirées à travers les ressorts que sont l'éducation de base, les efforts de communication sur la sexualité, la disponibilité et la promotion des services de contraception, la promotion de l'éducation sexuelle intégrée dans les collèges et les universités, les efforts pour la parenté responsable. Mon département et celui des affaires sociales travaillent déjà sur les décrets d'application de la présente loi. Des actions de communication sont programmées dans le but de vulgariser la loi afin que chacun puisse jouir pleinement de ses droits. Depuis son avènement, le gouvernement du président Patrice Talon s'est engagé résolument dans l'assainissement du secteur de la santé à travers la promotion des soins de qualité. Cette dynamique est en cours et se renforce chaque jour davantage à travers la mise en place d'un arsenal juridique innovant qui répond efficacement aux défis du secteur. Le vote de la présente loi s'inscrit dans ce cadre et participe de la préservation de la santé et de la vie de nos jeunes filles, de nos sœurs, de nos épouses et de nos mères. Mais voilà, on reste toujours à l'Assemblée nationale après le vote de la loi qui légalise l'avortement au Bénin, le vote de la loi portant protection des filles et contre le harcèlement sexuel. Les députés ont également adopté tard ce jeudi nuit la loi numéro 2021-14 du 21 octobre portant code de l'administration territoriale en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. Et pour en discuter, je suis avec M. Franck Kenevo, expert en décentralisation. Bonjour et merci d'être notre invité dans le 13h au Bénin. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans vos locaux. Alors, je le disais, vous êtes expert en décentralisation. Vous y avez consacré beaucoup d'années, beaucoup de travaux. L'histoire de la décentralisation du Bénin avec ses enjeux ne vous est pas inconnue. Comment jugez-vous l'opportunité, la nécessité du vote de cette loi ? Je pense que c'est un grand jour pour la décentralisation au Bénin parce que depuis une quinzaine d'années, on avait déjà observé un certain nombre de limites, un certain nombre de problèmes qui gangrénaient notre processus de décentralisation. Vous savez, lorsque on expérimente la décentralisation, la réforme de l'administration territoriale, il y a des principes directeurs, des éléments de base qui sont universels, qu'on prend et qu'on adapte aux réalités du Bénin. Mais il s'est fait que un certain nombre de problèmes s'est rapidement posé dans la gestion de nos collectivités territoriales. Et donc, ce qui s'est passé ce matin
à l'Assemblée nationale à travers le vote de cette loi, c'est, disons, l'acte 2 de la décentralisation. Parce que vous vous imaginez, cette loi avait été promulguée en 1999 par le président Mathieu Kérékou et on n'a pas pu les toucher, les modifier jusqu'à ce jour où les députés ont posé cet acte historique de nous donner quand même un cadre législatif plus en adéquation avec les réalités du Bénin et aussi avec le contexte, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, les collectivités territoriales, si elles ne sont pas à l'image du projet de société, du programme d'action du gouvernement, il y aura des difficultés de financement. Donc aujourd'hui, nous avons toiletté les collectivités territoriales. C'est vrai que la loi n'est pas encore promulguée. C'est vrai qu'elle ne rentrera en vigueur que le 1er janvier 2022. Mais c'est déjà important ce qui a été fait. Alors, on va rentrer dans le fond. Déjà, comment appréhendez-vous les nouvelles dispositions contenues dans cette loi? Je pense notamment à l'instauration du secrétaire exécutif qui devient un élément important, ordonnateur du budget, l'instauration du conseil de supervision. Voilà. Non, je pense que c'est une question qui a été débattue depuis la rencontre du chef de l'État avec les maires. Le secrétaire exécutif vient pour régler un problème. C'est-à-dire, comme dans la plupart des décentralisations, le maire est à la fois le président de l'organe délibérant et aussi l'organe exécutif de la commune. Ce cumul, étant donné qu'il est une autorité politico-administrative, ce cumul rend un peu le maire vulnérable. Ça crée un certain nombre de pressions, d'épées de Damoclès sur la tête du maire, ce qui ne lui permet pas de faire son job convenablement. Donc, le secrétaire exécutif vient donc pour qu'on puisse séparer les fonctions politiques des fonctions administratives. Donc, désormais, à partir de janvier prochain, le maire sera confiné dans les aspects politiques et dans la supervision du secrétariat exécutif. L'arrivée du secrétaire exécutif aussi est accompagnée d'un certain nombre de réformes pour que les métiers essentiels, quand on parle de gérer une collectivité territoriale, il y a un certain nombre de métiers qu'on doit voir et c'est les personnes qui animent ces métiers-là doivent être d'un profil bien déterminé. C'est-à-dire, quand on prend le secrétaire exécutif, quand on prend le chargé de planification, les questions de planification sont importantes dans la gestion d'une collectivité territoriale. Combien de citoyens aurons-nous à Cotonou en 2030? Qu'est-ce que ça implique? Donc la planification est quelque chose d'important. Ensuite, les finances. Non seulement la mobilisation des ressources, mais aussi la qualité de la dépense au niveau des collectivités territoriales. Il y a les questions liées à l'environnement, aux affaires domaniales. Nous sommes au Bénin et vous savez combien les questions domaniales ont envenimé la qualité de l'action publique au Bénin. On n'a pas d'espace pour faire les centres de loisirs, pour faire les équipements sociaux communautaires. Donc ces profils-là, la réforme a créé un fichier pour que les personnes soient admises d'abord sur ce fichier-là avant d'être nommées après tirage au sort par le maire. Donc je pense que sur ces questions-là, c'est de très bonnes réformes. On peut aussi parler du financement des collectivités territoriales. Vous savez, si on prend à l'échelle du monde, les collectivités territoriales tournent autour de disons, 15-20% de la dépense publique. Au Bénin, on est à moins de 5%. Lorsque vous regardez la production au niveau des collectivités territoriales, c'est pratiquement 15% du PIB international. Donc, il y a un défi au niveau des collectivités territoriales et qui sera relevé de financement. Et aujourd'hui, le gouvernement, à travers ce code, permet la création du fonds d'investissement communal qui va au-delà des ressources habituelles, traditionnelles
qu'on pouvait distribuer aux collectivités territoriales. J'espère aussi que la réforme ne va pas s'arrêter là, parce que la fiscalité locale appelle aussi un certain nombre de réformes. Le partenariat public-privé, ça fait quelques années que c'est opérationnel au Bénin, mais au niveau des collectivités territoriales, on n'a pas réussi à lever des fonds par ce mécanisme pour faire des investissements. Parce que si on parle de développement local, il faudrait faire les investissements qu'il faut. C'est ça. Même quand on parle de mobilisation des ressources, si vous ne faites pas des investissements, l'argent appelle l'argent. Si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas collecter des impôts, des redevants et autres. Donc il y a un certain nombre de défis aujourd'hui qui se retrouvent à la portée des collectivités territoriales grâce à cette loi. Ce que je dis, ce n'est pas que tout est parfait dans la loi. Il y a des choses perfectibles. Voilà. Après quelques années de mise en œuvre, secrétaire exécutif, comment voyez-vous la cohabitation entre le secrétaire exécutif et l'autorité communale, le maire? Bon, je pense que maintenant que la loi a été votée, on ne va plus refaire le débat qui a été fait avant. On va souhaiter que les secrétaires exécutifs soient des hommes sages, soient des leaders capables de susciter la collaboration du maire. Parce que vous allez sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. On parle de mobilisation des ressources qui relève maintenant du secrétaire exécutif. Vous savez, j'ai assisté dans des communes, il n'y a pas si longtemps, à l'impossibilité aux services de l'État, pour les services de l'État, de distribuer les avis d'imposition dans certains quartiers. Et c'est le maire qu'on appelle et qui vient parler à qui il doit parler pour que ça soit fait. Aujourd'hui, c'est le secrétaire exécutif qui va s'en occuper. Je pense que de temps en temps, même si la loi a créé une forme d'étanchéité entre le secrétaire exécutif et le maire, autorité communale, c'est au secrétaire exécutif de savoir manager, de savoir susciter la collaboration des maires pour que la plus-value, parce que le maire était dans une situation difficile. Tout le monde pouvait faire pression sur le maire parce que tous les 5 ans, le maire revenait devant les électeurs pour se faire élire. Maintenant, le secrétaire exécutif n'a plus cette contrainte, donc, mais néanmoins, il aura besoin du maire pour réaliser... Les deux doivent pouvoir travailler ensemble. Alors, à l'occasion de la présentation de cette réforme, vous parlez des congrès de Cotonou, nous avons entendu un maire crier « Rendez-nous notre budget ». C'est peut-être ce que pense la majorité des maires tout bas. Alors, vous pensez que le maire a des raisons de se sentir insignifiant, dépossédé dans cette nouvelle architecture de l'administration communale? Non, tout dépend de chaque maire. J'aurais aimé que l'orientation soit autre. Mais maintenant que la loi est votée, nous devons réfléchir à comment le leadership du maire doit être affirmé. Parce que justement, les questions de planification, c'est-à-dire les documents de planification qui montrent la vision, les objectifs à atteindre et comment les atteindre, ces documents relèvent du conseil communal. À partir de ce moment, le maire a un rôle important. L'élaboration du budget, la préparation du budget relève du secrétaire exécutif, mais son adoption relève du conseil de supervision que le maire préside. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il y a des outils à la disposition du maire pour travailler véritablement, parce qu'il y a quand même un volet important de la décentralisation qui n'a pas toujours marché au Bénin, c'est, disons, la démocratie locale. C'est-à-dire, le maire travaille en bonne intelligence avec les OSC, les organisations de la société civile, et les citoyens, les forces vives de la commune, de sorte que les décisions qui seront prises au niveau de la planification locale, au niveau des politiques publiques, ces décisions devraient être dans une concertation avec les citoyens. Et aujourd'hui, le maire qui est dégagé des fonctions d'exécutif, fonctions exécutives, peut avoir le temps d'asseoir une démocratie locale forte qui va permettre aux citoyens de se sentir concernés et donc de contribuer au-delà même
de la fiscalité locale. On peut mobiliser les ressources des citoyens dès lors que les citoyens participent réellement à la prise de décision. Et ça, il y a beaucoup d'outils comme le budget participatif qui permet de faire des arbitrages à partir des attentes des citoyens. Et donc ce travail-là, aujourd'hui, on peut supposer que le maire disposant de plus de temps pourrait s'y consacrer et travailler aussi au rayonnement de sa commune. On va finir avec une dernière question. Qu'est-ce que la décentralisation gagne dans cette réforme et surtout les communes? La décentralisation va gagner en dividendes. Vous savez, depuis 18 ans, on attend toujours les dividendes de la décentralisation, puisque justement c'est un investissement qui est fait, c'est un choix qui a été fait, et donc les retombées mettent du temps à venir. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout a été mauvais. Non, il y a eu des actions qui ont été menées. La coopération décentralisée a permis quand même des investissements, même si par ailleurs on dépense beaucoup pour faire des voyages. Il y a des choses qui ont été réalisées. Aujourd'hui, on aura 3 choses essentielles qui vont être vraiment bien menées au niveau de nos collectivités territoriales. Premièrement, l'Assemblée, l'organe délibérant, les organes délibérants vont travailler de manière sans pression, de manière concertée avec les citoyens. Et donc, on aura sur le plan de la démocratie locale des avancées. Okay. Deuxièmement, en matière disons, de gestion. Puisque la bonne gouvernance, c'est vraiment géré convenablement. Donc, il y aura une amélioration de la gouvernance parce que les procédures seront respectées. La qualité de l'administration va permettre donc des réflexions pour faire le travail de développement local. Et le troisième point, c'est véritablement le financement des collectivités territoriales. Cette semaine, comme par hasard, il y a eu 2 ateliers. Un atelier international, l'autre aussi n'est pas moins international. Et les 2 ont mené des réflexions sur les ressources alternatives que les collectivités territoriales peuvent mobiliser. Aujourd'hui, avec cela, on peut supposer que les cadres, vous savez, les communes du Sénégal et autres, ayant plus de ressources humaines, arriver à mobiliser ces ressources-là. Et donc aujourd'hui, on peut supposer valablement que les communes du Bénin aussi peuvent aller sur ce terrain et avoir ces ressources financières. Merci à vous, M. Franck Kenevo. C'est moi qui vous remercie. En décentralisation, restez avec nous sur notre chantier. Et ce n'est pas la décentralisation qui gagne, ne soyez surtout pas déçus, mais c'est notre histoire, c'est notre riche culture et tradition qui gagne justement, et vous serez d'accord avec moi, avec ce qui va suivre. Les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenues par la France seront au Bénin au plus tard, mi-novembre prochain. L'information a été donnée donc au cours d'une sortie médiatique effectuée dans l'après-midi d'hier à Cotonou. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères. Ils sont devenus des alliés incontournables pour certaines femmes à Cotonou. Les perruques pour affermir la beauté féminine. Dans les salons de coiffure et les instituts de beauté, les perruques définies comme la coiffure de faux cheveux sont exposées pour la vente. Et quand on est tenté de comprendre cette préférence, la réponse est sans embâche. Au-delà du charme que ça peut apporter, c'est également pour se protéger la tête. C'est comme des casquettes, c'est comme des chapeaux, ou c'est comme les foulards que nos grands-mères, en leur temps, mettaient pour se redonner encore plus de féminité. Bon, j'aime porter les perruques parce que j'aime pas trop les tresses. Avec les perruques, c'est plus rapide. Tu portes les perruques, tu reviens, tu peux enlever, mettre ça sur le mannequin, après reporter. Quand je porte des perruques, je me sens belle. Je me sens très belle. Les perruques nous rendent la vie facile. C'est-à-dire, quand on a une perruque, on la met, on fait des soins en bas. On fait des nattes, des tresses protectrices. Et quand on veut sortir en journée, on met la perruque. Ça rend belle et ça rend chic. Accessoires de beauté, les perruques offrent aux femmes une arme de rajeunissement, de séduction, du confort simple à manipuler, avec un style de coiffure très difficile à reproduire dans les salons de coiffure.
Perruque synthétique ou naturelle, le choix est fait en fonction du coût et du goût de chaque femme. Se faire belle pour soi-même et pour son conjoint et reprendre son aspect initial quelques heures plus tard ne gêne en rien. Non, c'est pas gênant. Tu n'as pas épousé la femme compte tenu de sa beauté, je suppose. Compte tenu de son comportement. Ça ne veut pas dire que bon, elle doit rester n'importe comment à la maison, non, elle doit s'entretenir, mais bon, pas du tout. La beauté, elle n'est pas liée au port de perruque. C'est vrai, ça rajoute un plus à la beauté de la femme, mais elle ne demeure pas la beauté de la femme. Donc, même quand on enlève les perruques, non, c'est vrai qu'il y a les hommes qui se plaignent qu'à la maison, les femmes, quand elles veulent sortir, elles mettent les perruques. Quand elles rentrent, elles enlèvent les perruques et tout, et qu'elles ressemblent à du n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. C'est en réalité le prêt-à-porter sans date d'expiration. La beauté, oui, mais le risque est aussi présent. Après avoir transpiré sous sa perruque toute la journée, aux surprises par la pluie sans aucune précaution préalable, l'entretien de la perruque s'impose pour la santé de sa porteuse et celle des autres. Mais cet effort paraît parfois complexe et on s'en souvient lorsqu'on en a besoin. Les femmes doivent savoir que porter des perruques, c'est comme porter des caleçons, des slings. Ça s'entretient, ça se lave et ça fait partie aussi du charme. Merci beaucoup. Je vous en prie. La principale cible visée ici, ce sont des hommes. Ils sont les principaux bénéficiaires, ou si vous voulez, des consommateurs. Il faut les séduire à travers sa beauté, même si elle n'est pas totalement naturelle. Mais tous les hommes ne s'y attachent pas et les préférences sont diversifiées. Quand je vois les femmes qui portent les perruques là, ça m'impressionne. Parce que ça le met belle, très belle quoi. Et ça renforce les beautés. Et qui tue les garçons quoi. Moi j'aime pas. Bon, parce que ça trompe la vigilance des hommes. Parce que si tu veux toucher la tête de ta femme, que tu ne savais pas qu'il a touché la façon que tu as touché, ça va enlever. Ça embête. C'est pourquoi moi j'aime pas. Sur le plan religieux, c'est une autre lecture que l'on fait du port des perruques. Elles ne sont pas admises dans la religion musulmane. Le naturel de la femme y est promu avec le port de voile comme instrument de protection divine. Rappel de ce principe est mis en garde. Il est interdit à une femme musulmane de porter de mèches et de perruques. Les deux vont de pair. Parce que dire que si, en voulant prier, qu'on peut enlever de perruques, là, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est une protection pour une musulmane qui a toujours de voile sur la tête. Porter une voile, c'est une protection. Tu es protégé à 100%. Et c'est pourquoi nous leur demandons de respecter ce que Dieu a dit. Respecter la volonté de Dieu. Message adressé uniquement aux femmes concernées, celles qui appartiennent à la religion musulmane. Les perruques constituent certes une arme de séduction, mais leur manque d'entretien pourrait s'avérer une source de nuisance sanitaire pour leurs porteuses. Eh bien voilà, vous venez plutôt de suivre le reportage sur le port de perruque. Vous l'auriez compris, c'est une tendance assez en vogue chez certaines femmes. Nous allons regarder à présent ce reportage sur la traversée des enfants. Cotonou est une grande ville, la circulation est dense et rend plus complexe la traversée des enfants, surtout en cette période scolaire. Il est 12h à Ménotin, un quartier populaire de Cotonou. C'est l'heure de la sortie des classes pour ce groupe d'écoliers qui est sur le point de traverser la voie. Si l'épreuve est réussie pour eux, c'est grâce à Kofi, la cinquantaine d'âge environ, passionné de ce travail. Agent de sécurité recruté pour la cause, il s'y plaît malgré la réticence des usagers de la route à marquer un arrêt au coup de son sifflet. D'autres même ne veulent pas s'arrêter. Si tu ne sais pas faire, ils vont te renverser même. Ils nous insultent. Même des fois, à mi-chemin, ils veulent ramasser les enfants aussi. Au-delà de cette difficulté quotidienne, Kofi note l'ignorance de bien d'écoliers qui forcent la traversée non sans risque car certaines manœuvres des fois leur sont fatales.
Des personnes de bonne volonté se prêtent aussi à cet exercice qui paraît difficile mais indispensable pour la survie des apprenants. Non, tout à fait, c'est un plaisir pour moi d'abord, parce que c'est les enfants des amis qui sont dans l'avant à côté. Donc chaque fois qu'ils viennent ici, ils m'adressent et que je les traverse la voie. C'est notre devoir aussi de faire ça, sinon ce n'est pas bon, parce qu'on nous a fait ça aussi. Et de notre retour aussi, on doit le faire. À défaut de compter sur l'aide des personnes de bonne volonté, des parents eux-mêmes assurent le départ et l'arrivée de leurs enfants à l'école pour parer à tout incident. Vigilance doit donc être de mise pour mieux assurer la sécurité des écoliers le long de l'année scolaire. Eh bien, on retrouve cet élément que j'annonçais tantôt. Les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenues par la France seront au Bénin au plus tard, mi-novembre prochain. L'information a été donnée par 2 membres du gouvernement au cours d'une sortie médiatique effectuée dans l'après-midi d'hier à Cotonou. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, Aurélien Abénossi, et son collègue en charge du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola. Une sortie effectuée 24 heures après le compte-rendu d'étape fait en Conseil des ministres. On va faire le point avec Narcisse Alossé, Henri Ganti. Bénin est prêt pour accueillir les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenues par la France. Des œuvres dont la restitution répond à un agenda. À Paris, du 26 au 31 octobre, aura lieu la semaine culturelle béninoise. Donc ça va être la première fois au Quai Branly que les 26 œuvres seront exposées en même temps. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit mais ces œuvres ont toujours été exposées. Elles n'ont pas toujours été exposées. Certaines œuvres étaient exposées, mais assurément les 26 œuvres n'ont jamais été exposées en même temps. Une semaine culturelle qui, selon l'autorité, sera suivie de la signature des documents juridiques et place sera faite à la solennité. La France prendra un arrêté de radiation de ces œuvres, de ces collections nationales. Donc, un acte sera pris pour dire, bon, voilà, la propriété, nous ne sommes plus propriétaires, donc ça ne fait plus partie de nos biens, donc ils vont radier cela. En écho, mais ce sera quand nous allons revenir, le Bénin prendra un acte, qui est le 3e, qui est un décret pour classer ces biens dans la collection nationale du Bénin, c'est-à-dire pour intégrer ces biens comme patrimoine national. Donc voilà en ce qui concerne le protocole juridique. Un protocole juridique qui ouvrira officiellement le boulevard à ces biens culturels, attendu au Bénin au plus tard mi-novembre 2021, a laissé entendre Jean-Michel Abimbola. Dans les débats, les journalistes ont demandé à savoir le genre d'œuvre dont il s'agit. Vous avez principalement des statues royales anthropomorphes, c'est-à-dire des statues en bois qui représentent nos rois, principalement ici Béhanzin, Guézo et Glélé. Vous avez des assins, vous avez des récades, vous avez des sièges, vous avez des trônes, vous avez des cataclès, vous avez... voilà, donc c'est un peu tout cela, mais vous avez également d'autres objets comme des fuseaux. Il y a un métier à tisser, il y a un pantalon traditionnel, il y a une tunique, il y a un sac. Voilà les 26 œuvres, grosso modo. Et il y a évidemment les portes du Palais Royal d'Abomey. En somme, une collection appelée à enrichir le patrimoine culturel, mais aussi l'offre touristique du Bénin. Dans son intervention, le patron de la diplomatie béninoise a affirmé que le Bénin a tout fait pour que cette restitution ne soit pas une source de conflit avec l'ancienne métropole. Non, le président a dit « je suis pour une coopération muséale et patrimoniale ». Ce concept-là, c'est en présence et c'est avec son homologue français de l'époque, le président François Hollande, à qui il était allé rendre une visite de courtoisie avant son départ des affaires. C'est ensemble qu'ils ont trouvé cette formule, en disant « nous allons aller dans une dynamique de coopération muséale et patrimoniale ». Une dynamique de coopération qui a-t-il poursuivi fait aujourd'hui des émules en Afrique. Regardez ce petit acte du gouvernement du Bénin, ce que ça a entraîné. Une résolution de la CEDEAO,
une autre résolution de l'Union africaine, un mouvement qui est quasi général aujourd'hui en Afrique. Le Sénégal a demandé, la Côte d'Ivoire demande, l'Éthiopie a demandé à obtenir même la moustache d'un empereur qui avait été supplicié. Le Bénin, pionnier en la matière, a aussi pris des dispositions en amont pour que des œuvres attendues soient bien entretenues une fois au pays. En effet, des compétences du pays sont en stage en France depuis quelques semaines pour acquérir des connaissances dans le maniement de ces trésors royaux, ont conclu les conférenciers. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette bonne nouvelle du retour des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenus par la France que se referme le 13h au Bénin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin.